Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais vous saluer parce que vous êtes des résistants. Vous êtes encore là à 17 h à fond pour parler learning, capital humain. Je m'appelle Michel Barabel, je suis professeur à Sciences Po. Je dirige l'exécutive Master RH et je suis aussi administrateur et directeur du publication du Lab RH et rédacteur en chef adjoint du Mag RH. Alors, j'ai un plateau un peu masculin aujourd'hui, mais notre casting était un peu différent au départ, mais ça a un peu bougé, pour parler d'un terme qui a émergé il y a un certain nombre d'années, qu'on appelle le capital humain. Est-ce qu'on doit le rendre visible ou invisible? Je vous propose pour démarrer de vous présenter notre plateau. Rémi, si tu peux prendre le micro et te présenter en quelques mots. Bonsoir. D'abord, je suis très honoré d'avoir été invité à ce panel. Vous sentez que j'ai un petit accent, donc je ne suis pas d'ici. Je suis voisin. Et c'est pour moi, comme je vous dis, un honneur de pouvoir parler du capital humain qui a en fait animé toute ma carrière professionnelle. En 2 mots, ingénieur à la base, formateur RH pour les pays de l'Est, formé des centaines de managers sur 4 continents. Donc j'amène aussi une touche internationale et j'ai énormément d'exemples qui touchent cette gestion du capital humain. Et je suis très content de finir cette soirée avec vous. Et puis Rémi, en tant que Suisse, toi, tu as testé Gare du Nord à Issy hier en 5h10. Oui, j'ai testé la grève hier. Ça a encore renforcé les stéréotypes des Suisses sur ce pays ingérable qu'est la France. J'ai pu boire 2 cafés pour arriver jusqu'à l'autre. Pour arriver. Ok, mais tu as établi un record. Hein. 5h10, Gare du Nord 15e, c'est pas mal. Geoffroy, si tu peux prendre le micro et te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc Geoffroy de l'Étrange. Ça fait une petite quinzaine d'années que je travaille dans le monde HR Tech. D'abord dans une boîte française, et puis américaine, et une boîte allemande, et maintenant à nouveau une boîte allemande. Chez Speaks. Speaks est un éditeur qui fait des cours de langue en ligne et aussi du coaching digital, accéder à du business coaching par notre plateforme. Le sujet du capital humain est vraiment passionnant. Pour moi, l'enjeu, c'est comment les entreprises aujourd'hui peuvent allier la technologie et l'humain pour développer les compétences de leurs collaborateurs, qu'il s'agisse de compétences techniques ou comportementales. Donc je pense qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Ok. Et Pierre, pour finir. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Pierre Monclos, je suis DRH et expert en digital learning chez Youno. Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans la formation à distance depuis 2013 sur les compétences métiers et les compétences transverses. Et ce soir, je vous parlerai avec 2 casquettes. Vu qu'on parle de capital humain, on va parler des compétences et de formation. Mais je vais aussi vous parler en tant que DRH, parce que chez Youno, je suis associé, je suis au comité de direction. Et c'est des sujets où, j'ai l'impression, heureusement que j'étais au comité de direction pour représenter la partie invisible du capital humain. Sans quoi, je ne sais pas si on aurait pris les mêmes décisions, si moi-même, je n'avais pas été RH, puisque je milite pour que les DRH aient des places au CODIR, au COMEX, et comme certaines boîtes commencent à le faire, même dans les boards exécutifs. Très bien, merci à tous les 3. En termes de déroulé, on va partir avec une présentation assez cadrée de Rémi. Je t'invite à rejoindre ton pupitre et on peut peut-être lancer la présentation PowerPoint. T'es OK pour ça? Non, dans 30 secondes. Ah non, il ne veut pas encore. OK. J'aime pas que les gens lisent avant que je parle. Ok, Rémi. 10-15 minutes autour de ça, peut-être 20. L'idée étant que derrière, on ouvrira le débat et bien entendu, Pierre, Geoffroy, vous avez tout un ensemble de réactions. Et bien entendu, on vous invite aussi. On peut faire un petit quiz rapide. Vous levez la main, vous baissez. Qui sait définir le capital humain? Levez la main. Alors, on n'a pas des courageux dans la salle. OK. Qui a déjà entendu parler du capital humain? OK. Donc, tu vois, c'est bien. Rémi a prévu un temps de définition. Donc, Rémi, the floor is yours, comme disent les Américains. Et puis ensuite, on lance les débats. Je te laisse dérouler, puis je serai un peu timekeeper. Tu m'attaques. Très bien. Alors, d'abord, je crois que c'est de notoriété publique que tout change. Les métiers, les attentes. Qu'est-ce qui change encore aujourd'hui? La disponibilité des gens. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais en tout cas en Suisse, on ne trouve plus personne. Donc si on ne travaille pas sur le capital humain, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans pour faire tourner nos entreprises? Grosse problématique. Donc en fait aujourd'hui, la gestion du capital humain, ce n'est pas une option, c'est une réalité.
Alors, comme la très bonne question de Michel, c'est quoi le capital humain? Vous savez que dans les ressources humaines, les mots changent. On s'appelait personnel, on s'appelait RH. Tout à coup vient le capital humain. Qu'est-ce qui va venir demain? Je ne sais pas. Donc j'ai pensé qu'il fallait commencer par une définition. Alors je vous en donne une, vous allez lire. Et puis je pense qu'on va être assez d'accord. Parce que vous allez voir que cette définition, c'est vraiment une définition systémique. Ça englobe toute l'organisation. Donc le capital humain, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas le management, c'est tout le monde, y compris le conseil d'administration. Alors on va voir la définition. Je vous laisse lire. Alors on voit effectivement qu'on s'adresse à la personne, à l'équipe, au groupe, et puis c'est la capacité à tout ce capital à générer, à créer quelque chose. Pour eux-mêmes, à l'intérieur, en tant qu'employés, mais aussi pour les autres, si je vends des services, etc. Donc cette définition, en tout cas, elle me parle, parce que dans les entreprises où j'ai travaillé, où je travaille encore comme consultant, on est confronté tous les jours avec ces problématiques. Pour renforcer cette définition, je vais vous montrer 2-3 choses que j'ai lues dernièrement. La première phrase en haut, c'est une directrice d'une société. Il est primordial d'avoir la capacité, compte tenu notamment de la grande concurrence et blablabla. Bla, bla, bla. Même chose, si on n'a pas une gestion correcte du capital humain, ça va être extrêmement difficile. Maintenant, la deuxième, évidemment, on parle de SWP, donc Strategic Workforce Planning. Ça aussi, je ne sais pas combien d'entre vous sont à la tête d'entreprise, mais le Workforce Planning, ce n'est pas quelque chose qui est établi dans toutes les entreprises. Dans les petites PME, en tout cas pas. Et même dans les grosses, ce n'est pas toujours fait d'une façon très professionnelle. On va revenir là-dessus. Et puis effectivement, face aux défis, soft skills, hard skills, tous les skills qu'on veut au monde, mais si on n'a pas un moyen de les mesurer à travers justement la mesure du capital humain, comment est-ce qu'on va faire? Avant de passer au slide suivant, il y a un nouveau mot qui est rentré dans ce vocabulaire, donc capital humain. Vous savez quel est le nouveau mot à la mode? La résilience. La résilience. Partout maintenant on parle de résilience. Alors, la même chose. Ah oui, de la résilience, c'est quoi la définition de la résilience? On sait que la définition de base, c'est la capacité à rebondir sur des chocs. Ça, c'est pour l'individu, mais pour l'entreprise. Alors, je vous donne aussi un petit peu la définition. Alors, si vous regardez bien, on a de nouveau des termes qui sont liés à la gestion du capital humain. Capacité à s'adapter, flexibilité, les meilleures pratiques, la compétence et la capacité dans tous les aspects d'une organisation. De nouveau, une approche très systémique qui corrèle très bien avec la gestion du capital humain. On n'est pas opposé avec ce mot résilience. Oui, on aimerait que nos sociétés soient résilientes. On aimerait que nos pays, de temps en temps, soient résilients aussi. Donc ça ne s'arrête pas simplement à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette résilience? Est-ce que quelqu'un a entendu parler d'une nouvelle norme ISO? Vous connaissez les normes ISO, il y en a partout. Eh bien, ils viennent de créer une norme sur la résilience. On va la mettre. C'est la fameuse 22316. Je suis sûr que tout le monde la connaît et que vous l'avez déjà mis en place dans votre entreprise. Tout le monde la connaît, cette norme? Levez la main, ceux qui la connaissent. Personne ne la connaît. Quelqu'un l'a mis en place dans son entreprise? Personne. Ah, ben oui. Donc, on voit que cette norme, elle touche de nouveau les aspects de la gestion du capital humain. Learning from experience, encourage, lead,
Il y a plein de mots ici qui montrent qu'effectivement, la résilience organisationnelle, c'est très très proche de la gestion du capital humain. Alors, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que cette norme, elle n'est pas connue. La bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, vous ne pouvez plus rentrer en bourse avec une société si vous n'avez pas cette norme en place. Donc, chaque nouvelle entreprise qui va rentrer en bourse aux États-Unis devra être certifiée ISO 22316. Peut-être que ça viendra aussi en Europe par le futur. Alors, à partir de là, on se dit, c'est bien, résistance organisationnelle, mesure du capital humain, mais pour faire quoi, hein? Ça sert à quoi? Alors j'ai pris un autre petit modèle, j'adore les modèles, qui est un modèle qui a été créé par Jos Bersin, qui est un des gourous dans le monde des RH et du management aux États-Unis, et qui a créé ce Talent Management Process. Alors si vous regardez tous les éléments qui sont sur ce slide, vous voyez qu'on est de nouveau en plein dans la gestion du capital humain. Vous faites un business plan pour une entreprise. La deuxième question que vous vous posez, c'est quelles compétences j'ai besoin, hein? Et si on veut mettre ça en route, on retombe dans notre workforce planning. On a donc un workforce planning clairement identifié sur des compétences métiers en termes de skills et comportements. Ensuite, vous pouvez regarder tous les autres éléments. Si on recrute, c'est la même chose. Le onboarding, évidemment, le management de la performance, la succession. Évidemment que si je dois remplacer 20% de mes employés qui partent à la retraite, si je n'ai pas un inventaire des compétences que j'ai à disposition, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Ça va être extrêmement difficile. Compensation and benefits, vous pourriez dire, oui, mais non, là, c'est quelque chose de très différent. Alors, on en parlait juste avant dans la préparation. Dans la start-up où j'opère de temps en temps, on va être capable de pouvoir mettre un coût sur la compétence. On pourra vous dire telle et telle compétence, elle vaut tant. Ou telle compétence, elle est rare, elle vaut plus que tant. Ou vous avez trop de compétences dans ce métier, vous pouvez baisser le prix de la compétence. Donc ça, c'est des tendances qui ont lieu aussi chez les anglo-saxons. Critical Skills Gap Analysis, évidemment que si j'arrive à identifier les écarts de compétences entre les employés que j'ai et ce que j'ai besoin demain, eh bien, je pourrais me tourner vers mes collègues qui, eux, vous mettront en place des plans de formation ciblés sur des compétences réelles et pas des compétences fictives où, tiens, on va former tous nos managers. On va les former sur quoi? L'écart va vous dire sur quoi il va falloir mettre l'accent. Voilà pour le projet. Maintenant, on arrive sur comment le faire, hein. On a un état initial, on va vers des objectifs et il faut une gestion dynamique de ce capital humain. On ne peut pas simplement dire voilà ce qu'on a et puis ça s'arrête là. Il faut un système dynamique. Et pour un système dynamique, j'ai choisi un exemple. Je ne fais pas de la publicité, donc je ne vous dirai pas le nom de la société. C'est un moteur qui s'appelle la gestion dynamique des compétences, avec un portefeuille aujourd'hui de 6000 compétences métiers, avec une très grande granularité, avec des tests psychométriques intégrés dans la plateforme, ce qui va permettre de faire rentrer tous les employés de votre entreprise. Chaque employé aura un compte, il rentre, il va dire ce qu'il sait faire, il va rendre visible l'invisible, parce que je vois qu'on est beaucoup de personnes ici qui ont plus de 50 ans. On a une liste de compétences longue comme le bras. Et il n'y a aucun système aujourd'hui, surtout pas votre CV, qui permet de mettre tous vos savoir-faire. Dans cette plateforme, vous pouvez rentrer tous les savoir-faire que vous avez acquis dans votre vie. Et puis vous rendre visible ce que vous voulez. Par exemple, je n'ai plus envie de manager des équipes, donc je ne vais pas rentrer mes compétences de gestion d'équipe. Par contre, j'aime mettre en valeur mes compétences de consultant. Donc je peux choisir quelles compétences je veux rendre visibles. Une fois qu'on a tout ça dans la plateforme, eh bien, on a du big data. Et avec ce big data, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut avoir des indicateurs stratégiques pour l'entreprise. On a des indicateurs tactiques. Et puis, évidemment, qu'on donne pour la première fois l'employabilité dans la main de l'employé. C'est-à-dire que vous voyez, il y a deux radars, hein.
il y a le radar de l'employé, et cet employé, il voit 3 rôles dans l'entreprise qui pourraient lui convenir avec les écarts pour le développement de la compétence. Donc cette dame au milieu, elle dit « Ah, ben, il y a un job à droite qui est intéressant. Pour aller là-bas, je dois améliorer sur l'axe horizontal mes compétences métiers et verticalement, c'est les langues et l'éducation. Alors peut-être qu'on veut quelqu'un qui a un petit peu plus d'éducation, qui maîtrise une 2e langue. Donc elle saurait exactement comment passer de A à B en termes de développement personnel. Ça, c'est de la gestion du capital humain. De l'autre côté, l'entreprise qui a créé un rôle, elle va voir les employés dans sa société qui correspondent le plus près possible du rôle, avec 2 avantages. Il n'y a ni genre, ni âge. On se base que sur le savoir-faire et le savoir-être. Donc peut apparaître dans le radar quelqu'un de 70 ans, c'est la meilleure personne, c'est le champion du monde pour cette tâche, il va apparaître. Donc on devient très neutre. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de lettre de motivation, on est vraiment que sur du capital humain. L'autre chose qui est intéressante, c'est la petite barre bleue, on ne la voit pas, un petit peu en bas. Ça, c'est la corrélation avec le savoir-être. Vous savez que le succès professionnel, il dépend d'abord du savoir-être. Donc si on ne le mesure pas, ça va être difficile. Donc de nouveau, dans la gestion du capital humain, on doit évaluer les savoir-être de la personne et pour chaque rôle, on peut définir quel est le meilleur savoir-être. Évidemment qu'on a de la BI, et la BI va nous créer toutes sortes de rapports qui nous montrent des écarts, des manques, tout ce que vous voulez, qui permet effectivement de prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, pour le futur, aujourd'hui. Alors, avec ça, on fait, nous, ce qu'on appelle un snapshot, encore un mot qui vient de je ne sais pas où. En fait, on peut vous faire en 6 semaines une image complète de toutes les compétences de votre entreprise où qu'ils se trouvent sur la planète. De nouveau, il n'y a pas de barrière ni géographique, ni linguistique, etc. Dernièrement, on a fait cet exercice pour 135 managers pour une organisation dans le domaine de l'énergie. Rémi, eh bien le micro. Oui, merci. Donc 135 managers répartis sur 5 continents et en quelques semaines, on a pu faire l'inventaire complet des compétences et l'entreprise s'est aperçue que certains continents manquaient de compétences, d'autres en avaient trop. Donc c'est vraiment cette gestion du capital humain par une image de ce qu'on a. Et je terminerai par ça. Peut-être certains d'entre vous ont travaillé dans la logistique ou aiment la logistique. Vous n'avez jamais vu une entreprise qui ne sait pas ce qu'elle a en stock, qui ne sait pas ce qu'elle a, qui va bientôt être obsolète et qu'est-ce qu'il faudra remplacer. Et bien dans les ressources humaines, malheureusement, on n'est encore pas là. Si vous allez dans une entreprise de 2000 personnes puis vous demandez « faites-moi la liste de toutes les compétences que vous avez en interne », ça ne va pas être très facile. Donc voilà ce que c'est que cette gestion du capital humain. C'est une image de toutes les compétences de l'entreprise à un temps donné. Et c'est dynamique parce que l'employé peut mettre en temps réel à jour ses compétences en fonction de chaque nouvelle expérience. Et la structure fait qu'on peut en temps réel rajouter des nouvelles compétences. Quand on a ouvert la société, on avait 3000 compétences. Aujourd'hui, on a plus de 5500 et ça continue à augmenter. Et puis, il y en a qui sont obsolètes, qui tombent, qui partent. Voilà. Donc, il y a des outils et je vous encourage à réfléchir à cette notion de capital humain à disposition pour le futur de votre entreprise. Donc Rémi, toi, tu réponds à la question, oui, il faut rendre visible le capital humain au niveau individuel, au niveau collectif, et on a les outils aujourd'hui pour y arriver. Peut-être Pierre, toi qui bosses dans une scale-up qui est à la fois DRH et learning, tu as un autre avis sur cette idée de ce qu'on doit et ce qu'il faut rendre visible le capital humain? Oui, moi j'aimerais reposer la question parce que la question elle est légitime. Déjà, pourquoi est-ce qu'on se demande s'il faut rendre visible ou non le capital humain? C'est parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a ce qu'on appelle un biais de tangibilité qui fait que tout ce qui n'est pas visible ne génère pas la priorisation de la direction d'une entreprise. Donc la direction d'une entreprise, elle voit les stocks, elle voit la valeur produite par une technologie, par des machines. Si elle ne voit pas exactement la valeur qui est produite par l'humain, elle va moins investir dessus. Donc la question est quand même légitime de, si on le rend plus visible, ce sera plus facile de convaincre les dirigeants d'investir dessus. Mais on pourrait poser la question autrement, ou en tout cas apporter une réponse différente de la tienne, notamment dans les entreprises plus petites et plus jeunes.
où moi je me demande, et quand je regarde l'expérience qu'on a eue chez Uno, mais que je vois d'autres boîtes, si j'avais fait tout le travail de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment on valorise toutes ces compétences, tous ces éléments, et donc les heures passées, l'investissement, les outils, pour à la fin se dire ah ben effectivement ça crée de la valeur, il faut bien qu'on investisse dessus, de la formation, de l'accompagnement. Si dès le départ tout cet argent et toutes ces heures on les investit directement sur l'équipe, surtout quand on a une entreprise qui grossit vite, ça pourrait être un raccourci très intéressant. Par contre, pour les grandes entreprises, là, je pense qu'il n'y a pas débat. Donc, je pense qu'avant de répondre rapidement à la question, en fait, ça va dépendre du contexte d'entreprise. Et moi, si c'était à refaire, c'est pour ça que je vous disais en introduction, vu que je suis associé dans la boîte, par défaut, j'ai été au CODIR. On n'a pas eu à se poser la question, est-ce que le DRH est au CODIR ou pas? Mais peut-être que sinon, j'aurais pas été au CODIR. Et heureusement que j'étais là pour rappeler la valeur que créaient les équipes. Non pas qu'elle était ignorée par les autres dirigeants et dirigeantes, mais elle était facilement sous-estimée parce qu'il n'y avait pas des petits tableaux de bord avec quelques chiffres très précis sur voilà les indicateurs commerciaux, la croissance du chiffre d'affaires. C'est pas aussi simple de mettre des chiffres sur l'humain, et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le représenter. Et je pense que c'est plus efficace que je l'ai fait au quotidien pour sensibiliser les dirigeants, pour leur rappeler qu'il faut investir sur l'équipe, que si on s'était demandé comment est-ce qu'on va mesurer, surtout la vitesse à laquelle on va, où les métiers et les compétences évoluent trop vite. Je pense qu'en plus, potentiellement, on n'aurait pas réussi, sauf peut-être à se doter d'outils comme ça, mais qui, sur des plus petites structures, ont moins d'intérêt, parce qu'on n'aura pas un set de compétences incroyable, de la mobilité. T'as pas un spectre mondial. Exactement. Pas assez de monde pour avoir assez de data pour en faire quelque chose. Ok. Geoffroy, cette question du capital humain, le rendre visible, invisible, comment mesurer? Doit-on le mesurer? Comment tu réagis à ces deux premières prises de parole? Alors, effectivement, je pense que c'est important d'avoir cette visibilité-là. Ce n'est pas forcément facile. Il y a quelques outils, effectivement, comme ceux dont vous parliez, pour assez bien connaître les éditeurs qui sont ici. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des solutions de gestion des compétences avec un vrai algorithme, avec un vrai référentiel, etc. Il y en a, mais c'est quand même pas très fréquent. Cela dit, même avec peu d'outils, il est quand même important pour les entreprises, effectivement, de savoir les compétences qui sont dans l'entreprise et celles qui sont manquantes. En fait, c'est un peu une matrice. Il y a un modèle d'IDC là-dessus qui est assez simple. C'est quelles sont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui et quelles sont les compétences dont j'aurai besoin plus tard. Vous présentez ça sous une matrice. Et celles dont j'ai besoin et aujourd'hui et plus tard, je vais augmenter l'investissement pour essayer d'accélérer le processus. Celles dont j'ai besoin plus tard, mais pas encore aujourd'hui, je peux développer d'autres stratégies qui coûtent un peu moins cher, de transmission des connaissances, etc. Donc on peut avoir une vision assez agile là-dessus. Mais ce qui est surtout important, c'est cette notion de temps, en fait, parce que qu'il s'agisse de compétences techniques ou comportementales, je préfère utiliser ça que hard skill et soft skill, c'est notre côté francophone. Voilà. Il faut quand même tenir compte du temps nécessaire à l'acquisition de ces compétences. S'il s'agit juste d'une notion, d'une information à acquérir, ça peut se faire en quelques minutes. Et toutes les plateformes qu'on voit ici qui ont des contenus e-learning facilement accessibles vont aider de façon très efficace d'ailleurs à répondre à ce besoin. Mais si on veut vraiment développer des compétences sur la durée, donc vraiment un savoir-faire qui soit sur du long terme ou acquisition de nouvelles compétences comportementales, si on devient manager ou si on veut justement développer cette notion de résilience, donc une sorte d'acceptation continue d'un changement permanent, alors il faut anticiper cette notion de durée de plusieurs mois pour que ces notions-là soient acquises et qu'elles soient acquises de façon réelle dans l'entreprise. Donc je reprends l'exemple de, par exemple, prise de poste pour un nouveau manager. C'est très bien d'avoir une formation au début sur des techniques de leadership, mais pour qu'elle soit vraiment ancrée dans la durée, il faut accompagner le collaborateur. Donc ça, c'est tout le sujet du coaching dont on pourra parler aussi. Mais ça vaut aussi pour des compétences techniques. Si je veux que mes équipes parlent anglais à un très bon niveau pour être capable de négocier, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra aussi plusieurs mois pour que ça fonctionne. Il y a plusieurs études qui sont parues ces dernières années qui mettent en avant 3 résultats. Le premier, 1 euro investi en capital humain, en formation, rapporterait 12,6 euros, donc 12 fois plus. Le deuxième, qu'on devrait absolument mettre ces investissements en capital humain à l'actif du bilan
Ce qui ferait que, par exemple, quand on annoncerait un plan social, l'action chuterait de 20%, plutôt que d'augmenter de 20%. Si le capital humain a de la valeur, si on se prive de 10 000 collaborateurs, l'action ne devrait pas monter, mais plutôt baisser. Comment vous réagissez à ces notions de impact, mesure, quel indicateur, retour sur investissement, l'ensemble des dépenses, que ce soit un dispositif plus ou moins complexe dont tu as parlé. Toi, Pierre, par exemple, sur la mesure, le retour, qu'est-ce qu'il faut mesurer finalement en tant que spécialiste de la formation quand on s'intéresse à l'investissement dans le développement des compétences? Alors moi, je pense que la mesure, elle ne va pas servir à convaincre d'investir. Et un peu comme tu le dis, elle va servir, une fois qu'on est convaincu qu'il faut investir sur l'humain, là, la mesure va permettre de savoir vers quoi on veut investir. Donc ce sera juste l'outil à la décision. C'est pour ça que j'introduisais comme ça. Si c'est juste des KPI pour dire « Ah, ça a telle valeur et il faut investir dessus », je pense qu'il faut... Enfin, si vous êtes RH et que vous avez ces échanges avec vos dirigeants, je ne suis même pas sûr que vous gagnez la bataille, parce que je l'ai eu. Alors, je ne vais pas le lire parce que ce serait long, mais je suis dans un club de 400 DRH où on se partage nos problématiques. Et j'ai encore lu, je lis très souvent la question. Mes dirigeants sont très data-driven et ils me demandent est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la formation et le coaching parce qu'on doit faire le budget du plan de formation. J'en peux plus de cette question. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien mesurer, parce qu'une fois qu'ils sont convaincus de ça, sur quoi est-ce qu'on investit? Dans la complexité du monde de l'évolution des compétences, où même si on peut supposer qu'il va y avoir telle évolution de compétences importante, ben en vrai, souvent on se trompe, ça va tellement vite, que pour moi les indicateurs, on va plus parler de ROE, donc le retour sur les attentes, et pas de ROI. S'il y en a qui veulent ouvrir le débat, moi mon avis il est très tranché, la formation ne rapporte pas directement de l'argent à l'entreprise, ou ce serait trop compliqué à mesurer parce qu'il y a trop de facteurs externes. Si on forme un commercial et qui fait plus de ventes ensuite, si ça se trouve c'est lié au marché, c'est lié à son humeur, à son équilibre pro-perso, et ça n'a rien à voir avec la formation. Donc je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain-là, parce que c'est quasiment impossible. Par contre, d'avoir des faisceaux d'indices et de voir si c'est concordant que quand on forme plus les populations commerciales, on continue d'augmenter le chiffre d'affaires, et de se dire que ça va rassurer pour se dire « Ok, on est plutôt dans la bonne direction parce qu'on a des indices que… » et que en plus les commerciaux sont satisfaits, ils ont augmenté leur taux de closing, donc on a fixé quand même quelques objectifs. Bah là, on est sur un retour sur les attentes, sur la base d'objectifs qu'on a définis, qui sont que des sur-mesures. Il n'y a pas d'objectifs sur étagère qu'on peut transposer à toutes les entreprises. Mais la limite de ça, c'est quand même de se dire, on va quand même rester sur des suppositions que ça a un impact positif sur les objectifs qu'on a fixés, et ne pas chercher à le démontrer à tout prix, parce que je ne pense pas que ça ait de la valeur jusque-là, et d'accepter qu'il y a une marge d'erreur qu'il y aura toujours avec l'humain. C'est la limite de ce modèle-là. Donc mesurer, oui, mais pas tout. Tu es aligné avec ça, Geoffroy, juste, et puis on te passera juste après la parole, Rémi. Hein. Oui, je suis tout à fait aligné, effectivement, sur ce sujet de retour sur les attentes, parce que on peut, dans certains cas, mesurer le ROI, mais il faut un vrai travail d'étude, et ça sera différent d'une entreprise à une autre. C'est la fameuse phrase « je ne crois que les statistiques que j'ai falsifiées moi-même ». Ça peut toujours être utile devant un directeur financier. En revanche, c'est quand même important de se mettre d'accord sur ce qu'on attend d'un projet. Même si tout n'est pas forcément mesurable, on peut quand même faire des observations concrètes sur le comportement des gens, sur leur capacité à faire telle ou telle tâche. Si on est plus dans du fonctionnel, il faut quand même se mettre d'accord là-dessus, puisque à partir du moment où l'entreprise paye, elle veut quand même savoir si l'argent est bien utilisé. C'est parfaitement normal, il faut justifier son budget. Mais ça ne sera pas forcément sous une forme technique de ROI, parce que tout n'est pas strictement mesurable. En revanche, tout est observable, et ça c'est important de voir si on atteint effectivement les changements qu'on a souhaité avoir. Okay. Tu voulais réagir, Rémi? Oui, je veux juste réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, ce qui est important, il y a quand même des éléments que j'ai pu mesurer dans ma carrière. Par exemple, le taux de rotation du personnel. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, on était une grande multinationale, hein, on était 125 000 employés, donc ce n'est pas une petite boutique. Et on s'est aperçu qu'on avait un taux de rotation du personnel extrêmement bas. Et un des facteurs, c'était qu'on investissait des millions de dollars en formation. Donc les gens, on les tient aussi. Alors on ne peut pas mesurer effectivement leurs résultats
en argent, mais en tout cas, on peut mesurer le résultat en argent parce qu'avec un taux de rotation de personnel bas, vous économisez des centaines de milliers de francs. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire de que si on francs arrive... suisses ou d'euros aussi, il faut rappeler. Aujourd'hui, on parle aussi, il faut attirer les talents. Oui, on me dit, c'est bien d'attirer les talents, il faut les garder. Hein. Donc si on veut garder des talents, cette partie de développement personnel, de mobilité interne, hein, aussi aujourd'hui, la mobilité interne, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est une faillite. La filiale à Paris, elle ne sait pas ce que fait la filiale à Montpellier. Hein. Et les gens à Montpellier qui ont envie de venir à Paris, on ne les sait pas, parce qu'on n'a pas cette visibilité. Eh bien, quand on met des systèmes qui permettent de la mobilité, où effectivement il y a de la formation qui permet au personnel de se développer, et d'aller dans les bonnes familles de métiers, parce que ça c'est encore un autre domaine, hein. Tout le monde ne doit pas aller vers le management. Alors si on veut que les gens n'aillent pas tous vers le management, il va falloir créer des familles de métiers et les gens vont rester. Et ça ne va peut-être pas générer plus d'argent, mais ça va diminuer des coûts. Rémi, là-dessus, vous mesurez peut-être pas le retour sur investissement, mais vous arrivez à déterminer la valeur d'une compétence. Tu peux nous en dire un petit plus. C'est un nouveau modèle. Et donc, quand on regarde le portefeuille de compétences d'un collaborateur, à savoir concrètement l'employabilité, combien il vaut en faisant la multiplication, cette compétence vaut tant, plus cette compétence vaut tant. Donc voilà ta valeur globale. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est un modèle qu'on est en train de développer. Je ne peux pas aller très dans le détail, mais par contre, on pourrait dire tel est employé, il vaut cher, parce que s'il nous quitte, il part avec son savoir et pour le remplacer, ça va nous coûter 2 fois plus cher. Donc ça, c'est une approche. Une autre approche où on utilise cette méthodologie du capital humain, c'est quand on vend des sociétés ou on achète une société. Quand vous achetez une société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un due diligence. Le due diligence aujourd'hui se fait beaucoup sur la partie financière. Vous avez déjà vu un due diligence fait sur le capital humain? Pas souvent. Alors, il y a le fameux goodwill quand même. Hein, on en parle des fois, d'espèces de trucs immatériels. Oui, mais là, on va mettre la marque, le capital humain, mais on va... Oui, alors là, on va pouvoir être très précis parce qu'on va pouvoir dire, si on rachète cette société, s'il y a ces 3 personnes qui quittent, vous avez le savoir de la société qui s'en va. Et vous avez acheté des coquilles vides. Vous avez déjà entendu cette expression? Oui, on a acheté une coquille vide. Ben oui, les gens qui faisaient la valeur de l'entreprise, ils l'ont quittée. Parce qu'effectivement, on n'a pas considéré leur capital et les compétences qu'ils amenaient. Donc oui, on arrivera à mettre un coût sur la compétence en fonction de sa rareté, en fonction de plein d'autres facteurs. Et ça, c'est de nouveau sans rentrer dans le détail, on comprend bien la question de rareté, en fait. Une compétence a d'autant plus de valeur qu'elle est rare sur le marché. Ouais. Il y a donc plein d'autres facteurs. Tu peux en donner un autre, peut-être pour voir la façon dont on détermine. Alors, là, je n'ai pas trop de détails parce que c'est vraiment un tout nouveau modèle. Hein. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que sur une population donnée, sur un bassin donné, avec notre approche, on peut dire que dans ce bassin géographique, il y a très peu de compétences de ce type-là. Donc, elle va valoir cher. Donc, tu vas les survaloriser en fonction de leur rareté. Voilà. Et à contrario, des formations banales... Ouais. Tu vas leur donner une valeur parce que le coût de remplacement et la facilité à la retrouver est forte. Ce qu'on dit aussi, c'est que ça serait bien d'avoir le capital humain dans le bilan de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Moi, je vote, mais en France, ça fait 30 ans qu'on se bat là-dessus. On a failli, hein, la réforme 2018, la réforme 2014. L'ordre des experts comptables était quasiment à 2 doigts de dire « OK, on fait passer les budgets formation des charges annuelles de l'exercice en actif du bilan ». Ça changerait tout, même si ça ne serait pas la mesure du capital humain, mais ça donnerait de la valeur à l'investissement formation. C'est visiblement, encore une fois, mais c'est un serpent de mer dans le nouveau projet de loi sur la formation, si jamais il aboutit. On verra. On peut se poser la question de... Parce que dans la définition de Gary Hamel, capital humain, c'est les années 60. Il y a le capital individuel, auquel on le rattache à l'employabilité au portefeuille de compétences. Il y a le capital d'une équipe et après le capital organisationnel. Est-ce que le capital humain d'une organisation, c'est la somme du capital humain individuel ou c'est beaucoup plus compliqué que ça, ou c'est une dynamique, une interaction, 1 + 1 = 4? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Parce qu'on dit, OK, tout argent investi au niveau individuel crée une compétence, mais comment on passe de l'individu au capital humain d'une organisation? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer là-dessus, où je vous pose une question trop philosophique à 17h40 un mercredi soir à Paris? Il y a
l'exemple classique, c'est que vous pouvez avoir une personne qui a toutes les compétences de la Terre, qui sera mal employée ou juste pas bien dans une structure et qui sera absolument excellent dans une autre structure avec un type de poste, une description de poste tout totalement identique. Donc ça, on a tous fait cette expérience, sinon soi-même, du moins dans son entourage. Et du coup, ça plaide en faveur d'une vision qui soit à la fois sur les 3 dimensions dont tu parlais, c'est-à-dire vraiment la personne, l'équipe et l'entreprise. Bon, il y a la tarte à la crème de... Geoffroy, c'est là où potentiellement la question de la valeur peut devenir compliquée, parce que si, c'est d'ailleurs sa définition, une compétence est contextuelle, c'est pas un état que possède un individu, mais la capacité d'un individu à réussir dans un contexte donné, son boss, son job, sa mission, etc. On peut se dire qu'au-delà même de la valeur ou de la rareté, sa valeur va changer si par exemple il change d'équipe, il change d'organisation. Par exemple, il y a une étude qui m'a toujours fasciné. Ce challenge tous les ans fait le PDG de l'année. Et c'est très souvent quelqu'un qui se fait virer 1 ou 2 ans après ou qui réussit très mal dans la boîte qui le rejoint. Et du coup, sa valeur n'est pas qu'un capital humain individuel, mais la rencontre de ressources, une capacité, une intelligence à les mobiliser au bon moment dans un contexte donné qui lui est favorable. Mais ça plaide justement en faveur de cette notion de résilience et de la pousser au niveau des individus avec un effet de halo sur le groupe dans lequel ils se trouvent, groupe au sens groupe de personnes. Parce que déjà à titre individuel, même sans changer de poste, sans changer de boîte, on a des changements. On a des changements familiaux, on peut avoir des changements liés à la santé ou d'autres raisons, peu importe lesquelles, dans un sens ou d'un autre. On devient parent, ça change le rythme, etc. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de changements comme ça. Donc accompagner ces changements qui soient individuels ou d'équipe, en accompagnant finalement ces transformations qui soient des transformations d'une personne à son poste ou d'une culture d'entreprise ou d'une stratégie d'entreprise, donc 3 types de dimensions différentes. On a besoin d'accompagner le changement des personnes parce qu'on reste sur l'humain pour développer cette résilience. Si on ne le fait pas, on risque effectivement un échec. On sait très bien que le risque numéro 1 de n'importe quel projet de transformation, c'est la résistance au changement. Ce n'est pas le budget, ce n'est pas la technologie. Ça vient en 2 et 3, mais en 1, c'est la résistance au changement. Donc il faut accompagner le changement pour permettre cette résilience et donc le succès de l'entreprise et donc finalement l'augmentation de la valeur du capital humain de l'entreprise. Et d'ailleurs, la définition de la résilience qu'il y avait sur la norme ISO ressemble beaucoup à tous les objectifs qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a une entreprise qui dit « nous, on est passé à une organisation apprenante ». C'est la même chose. C'est s'adapter pour évoluer dans son environnement. Donc pour répondre, alors ta question est complexe, moi je dirais que ce n'est pas la somme, c'est la multiplication des individus, au moins pour être réaliste, mais à condition qu'il y ait les conditions d'une organisation apprenante où les personnes peuvent collaborer, s'apprendre les unes les autres, se faire progresser. Sinon, c'est plus facilement Sinon, au contraire, facile d'interchanger les personnes et j'en suis convaincu. Mais pour répondre plus à ta question, non, elle est trop compliquée. Alors, est-ce que vous voulez nous poser des questions? Est-ce que vous voulez interagir? Est-ce que vous avez des remarques? C'est le moment. Sinon, on va continuer à dérouler. Mais est-ce que certains veulent nous partager des expériences sur la mesure du capital humain? Vous avez 3 experts devant vous. Est-ce que vous avez envie de les solliciter? Alors oui, madame, c'est très courageux. Bravo. C'est une qualité déjà. C'est une question par rapport à la plateforme. Si j'ai bien compris, c'est les salariés qui remplissent les différentes compétences, c'est ça, sur la plateforme? Les salariés, voilà. Comment la RH va s'assurer que l'évolution des compétences sont vraiment réelles? C'est une très bonne question. En gros, de l'autodéclaration à la réalité. Alors, c'est des listes de compétences qui sont déjà établies, donc avec une sémantique très, très, très précise et qui correspond vraiment au métier de la personne. Donc la personne, quand elle va, elle dit... Je prends un exemple complètement bête, hein, mais je cherche un chef de cuisine. Hein. Donc il va rentrer chef de cuisine, parce qu'il est chef de cuisine, et il va avoir les compétences d'un cuisinier. Alors c'est cuisiner du poisson.
On est à ce niveau-là de la compétence. Hein. Et là, il va s'auto-évaluer. Il va dire que je suis débutant, autonome ou expert. Donc, il va s'auto-évaluer sur 3 dimensions par rapport à des savoir-faire de son métier. Et c'est le N+1, donc son manager, qui va valider la compétence que l'employé ou le collaborateur a mis dans la plateforme. Et ça, c'est un élément important. Vous savez comment sont gérés les entretiens annuels, hein, c'est pas toujours top de chez top. Ben là, au moins, on a un outil. Moi, je m'assieds avec mon ingénieur, puis je lui dis, montre-moi comment tu t'es évalué sur tes compétences d'ingénieur. Et puis il va me dire, voilà, je suis comme ça, 1, 2, 3. Puis moi, comme manager, je vais lui dire, oui, je suis d'accord avec toi. Et l'année prochaine, est-ce que tu as une compétence oui, j'aimerais être autonome sur cette dimension. Et hop, plan de développement. Donc on va avoir des discussions intelligentes avec l'employé plutôt que simplement, t'as pas atteint tes objectifs, comme d'habitude. Hein. Donc, non, oui. Alors, c'est tellement précis par rapport au métier que notre expérience, on voit que les gens, ils ne s'auto-évaluent pas. Ils sont assez précis. Ils ne se surestiment pas. Ils ne se surestiment pas. Et tu nous dis mais comme on a aussi un test psychométrique, on va voir aussi à travers le test psychométrique si on a des gens qui ont tendance à se surévaluer ou à se sous-évaluer. Tu voulais réagir là-dessus, non? Oui, je veux bien réagir parce que, alors, sauf si tu voulais, mais tu me posais une question sur les soft skills. Comment ça marche transposé aux soft skills? Et typiquement, où est-ce que ça marche? Où est-ce que vous en êtes là? Est-ce que ça marche? Moi, je disais, je pense qu'il faut ces 2 étapes, mais qu'il faut aussi la doubler de comportements observables qui attestent de la compétence. Et on l'a souvent la question, vu que nous, on a beaucoup de formations sur les soft skills, on nous dit, mais comment vous démontrez que les personnes, elles ont réellement progressé là-dessus? Et on passe par l'auto-évaluation avant la formation, à la fin de la formation, et on dit, mais nous, après, on est obligé de s'arrêter là, et c'est le manager qui va confirmer que les comportements qui sont décrits par la personne sont réels. Parce qu'en fait, on ne demande pas, nous, une réelle auto-évaluation, c'est un parti pris assez fort. Tu demandes qu'au N+1, tu ne demandes pas à des pairs ou à des clients. Alors, si, et après, le N+1, parfois, n'est pas le mieux placé, paradoxalement, pour observer. Alors, il va y avoir plusieurs personnes qui pourraient valider ça, mais l'important, c'est que l'auto-évaluation, c'est pas est-ce que sur la gestion du stress, je considère que je suis niveau 1, niveau 2, niveau 3, ou peu importe la manière dont on le définit. En tout cas, mais c'est un parti pris, c'est on va décrire des comportements et leur fréquence pour laisser supposer qu'ils ont tel niveau sur la compétence, et c'est ça que les autres personnes vont venir confirmer, parce que sinon, on sait que les personnes sont mauvaises. Le cerveau humain, il est mauvais pour s'auto-évaluer. Je fais systématiquement ça plutôt que de dire sur cette compétence je suis de tel niveau, c'est ça que... Exactement, parce que sinon il y a trop de biais. Alors je vais prendre mon étude préférée dont je ne sais jamais citer le nom, mais si là je vous demandais à tous votre niveau sur le métier que vous avez aujourd'hui, les gens qui sont très mauvais et très bons ont beaucoup de chances de bien s'auto-évaluer. Par contre, les gens qui sont juste bons et plutôt bons vont avoir tendance soit à se surestimer parce qu'ils ne voient pas tout ce qu'ils ne maîtrisent pas encore, soit à se sous-estimer parce qu'ils, vu qu'ils commencent à devenir bons, ils voient encore l'étendue de tout ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc il y a tellement de biais que nous on préfère partir de comportements. Juste sur les soft skills, sur les compétences techniques, c'est différent. Oui. Je veux juste rectifier quelque chose. Dans l'instrument ici, sur la partie soft skills, c'est pas une auto-évaluation, hein. Il y a des tests psychométriques basés sur la typologie de Jung qui sont intégrés dans la plateforme. Donc le collaborateur, il remplit il fait un test, il ne sait pas ce qu'on mesure et il y a un résultat. Donc ce n'est pas de l'auto-évaluation. Hein. Ouais. C'est sur les compétences métiers que tu es sur. C'est sur les compétences métiers avec uniquement. La validation du N+1. Avec la validation. Okay. Tu peux le garder pour l'instant. Avec en plus un biais, des études assez marrantes en interculturel, que les Américains ont tendance à se surnoter de 2 points par rapport à un Français, qui aura tendance, comme il a eu sans doute des profs sévères étant petit, je lui disais toujours que c'était pas assez bien, à se mettre en moyenne des notes beaucoup moins bonnes pour le même niveau de compétence. Donc c'est intéressant d'avoir des grilles métiers, d'avoir un rapport finalement à la confiance en soi, à l'estime de soi, au niveau, à l'exigence, qui va pour une analyse internationale niveler tout ça. Tu voulais réagir ou tu attends une question? Vas-y. Est-ce qu'on a une autre question? Quelqu'un veut réagir, poser des questions? C'est le moment. En attendant, Geoffroy, si tu veux intervenir. C'était effectivement sur le sujet des compétences comportementales. En fait,
il y a une ligne assez fine entre ce qui est une réelle compétence d'entreprise et ce qui pourrait être perçu comme quelque chose de personnel ou de privé. Très de Et je personnalité. prenais l'exemple dont tu viens de parler, de la gestion du stress, par exemple. À quel moment l'entreprise était légitime pour dire à quelqu'un « tu gères mal ton stress » et à quel moment c'est une forme d'intrusion dans la vie privée de la personne. Donc c'est un peu délicat et c'est pour ça que parfois c'est utile de faire appel à des tierces personnes. Je reprends l'exemple du coaching, où on aura une personne neutre extérieure et là on pourra dire « oui, je sais en tant que personne » et je peux dire à quelqu'un qui est extérieur et qui a une éthique de confidentialité, je peux lui parler du souci que j'ai à, je ne sais pas, effectivement gérer mon stress, équilibrer ma vie perso et ma vie pro, avoir besoin d'apprendre à mieux organiser son temps, etc., etc. Et je pourrais utiliser cette tierce personne pour progresser dans cette direction-là. Mais à la limite, au niveau de l'entreprise, on va plutôt regarder des conséquences en termes, par exemple, de productivité, en termes d'organisation, etc. L'impact, etc. en fait. Hein. Voilà. Tu vas te concentrer sur Exactement. l'impact et pas sur le niveau ou la mesure. Ok. Oui. Merci pour toutes ces informations. Je suis basé à Luxembourg, où il n'y a pas forcément beaucoup de référentiels, comme il y a les fiches ROM et toutes les compétences qui semblent être très intéressants, mais finalement ne correspondent pas à beaucoup de rôles, surtout dans le domaine de finance qui sont présents là-bas. Donc, est-ce qu'il y a une source accessible pour une petite structure pour en profiter? L'outil dont vous parlez, est-ce que ça c'est quelque chose qui sera ouvert ou est-ce que ça c'est quelque chose qui est commercial? Donc tout simplement, je m'intéresse globalement, comment est-ce qu'on peut capter tout ça, parce que l'idée de rendre tout ça visuel, ça c'est très intéressant, mais il faut tout ce travail de base qui est très très difficile pour une petite structure. On parlait de compétences métiers ou de soft skills ou des deux? Métiers, sur les compétences métiers. Alors, vous avez raison. C'était un des challenges quand on a créé ces référentiels. Alors, les référentiels sont créés avec nos clients. Donc, je vous donne un exemple. On n'avait pas de compétences dans le domaine de l'électricité, des métiers de l'électricité. On a trouvé une petite PME, ils sont 90 employés. On a pris les spécialistes métiers, courant fort, courant faible, automatisation, etc. Un jour de travail, comme c'est leur métier, ils savent exactement quelles sont les compétences qu'ils ont besoin. En plus, on a trouvé des compétences transverses, par exemple, savoir lire un plan. Que vous fassiez du courant fort, du courant faible, de l'automation, il faut savoir lire un plan. Donc on construit les référentiels avec nos clients. Et comme on est une plateforme SaaS, tous nos clients, chaque mois, voient les nouvelles compétences. Donc c'est comme ça que grandit ce référentiel. Tu fais bénéficier des référentiels construits avec un client à tous tes clients. Tu fais bénéficier des nouvelles compétences. On fait bénéficier tous les clients des nouvelles compétences. Okay. Alors les nouvelles compétences, par exemple, on a rentré 1000 compétences dans l'informatique dernièrement. Donc tous nos clients voient les nouvelles compétences dans le domaine de l'informatique. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le mot dynamique. Sinon, c'est comme les ROM, tout ça, ça devient obsolète en 2 mois. Donc là, c'est sans arrêt renouvelé. Et dans notre nouvelle version, on va mettre de l'intelligence artificielle, il faut en mettre. Donc cette intelligence va permettre au client de créer son propre référentiel. Le système va aller voir si ça existe déjà, et si ça n'existe pas, il va lui proposer une sémantique pour toujours pouvoir mesurer des pommes avec des pommes. Donc si la sémantique est acceptée par le client, elle va enrichir la liste des compétences. Donc c'est vraiment dynamique. Donc voilà. Alors, vous parlez de petites structures. C'est vrai que c'est un peu plus difficile pour une petite structure parce que c'est un business model relativement simple, SaaS. On loue une plateforme en marque blanche. Donc c'est un coût mensuel de location de la plateforme. On a des petites structures qui ont mutualisé la plateforme. 3 petites structures, ils prennent une plateforme pour 3. Et puis, on peut évidemment couper la plateforme, vous voyez seulement vos employés. Donc il y a des possibilités. Mais c'est vrai qu'a priori, ça s'adresse plutôt à des entreprises à partir de 300-400 personnes.
Mais voilà comment se contient la dynamique, la mise à jour. Est-ce qu'on a d'autres questions, comme on approche de 18h? C'est passé vite. Oui, les pauvres, ils sont fatigués. Vas-y, Pierre. Une petite anecdote en attendant une éventuelle dernière question si on arrive à la fin. Sur les référentiels de compétences, il y a des RH aux États-Unis qui ont regardé ce que pouvait faire ChatGPT. Sachant qu'on est à une version qui est bien en deçà de celle qui sortira dans 4 mois. Et sur les référentiels de compétences, je pense que vous pouvez trouver l'article assez facilement sur Google, sur des métiers qu'on retrouve dans différentes entreprises. En fait, 80% du taf a été fait en posant des questions sur le système de chat de ChatGPT pour avoir un référentiel de compétences. Plutôt que de passer par un consultant ou autre, et ils étaient suffisamment satisfaits. C'est une association dont je ne connais pas le nom. Donc, sans dire que la solution sera bonne, mais des pistes de solutions, surtout pour les petites boîtes qui n'ont pas les moyens de se payer des outils. Si l'information existe et elle peut être, alors avant par Google et maintenant via ChatGPT, peut-être qu'il y a au moins cette base-là pour gagner du temps et après se concentrer sur les compétences métiers, où là je ne pense pas qu'un outil comme ça pourra être vraiment pertinent. C'est de l'ordre de l'anecdote, mais il y a tellement de potentiel pour la suite que c'est quand même intéressant de voir les premiers résultats. Avec deux limites, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils monétiseraient ChatGPT parce que ça leur coûte des milliards. Donc la gratuité d'aujourd'hui ne sera pas forcément le cas. Et peut-être que toi, tu auras accès à ce qu'elle produit avec ChatGPT 3, mais pour avoir la 4 et donc des référentiels plus exhaustifs, tu auras un coût un peu plus élevé. Et deuxièmement, la façon dont c'est construit, est-ce que ça te dit sur les choses? Mais c'est comme tout IA. Faut finir? Ok, on finit, il n'y a pas de problème. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. C'est fait virer, en fait. Bon, très bien. Bonne soirée. Profitez bien de la fin de votre salon. Et si vous avez des questions, les intervenants sont encore là pendant quelques minutes.